bonsoir ou rebonsoir. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invitée dans toute franchise ce soir, présidente de la région Île-de-France. Et puis depuis cette semaine, vous êtes candidate à votre réélection. Vous êtes également présidente de votre mouvement Libre et c'est un mot qui prend à nouveau beaucoup de sens à droite ce week-end. On va commencer par là si vous le voulez bien d'ailleurs. La majorité présidentielle a donc décidé de se retirer en PACA au profit de la liste Les Républicains de Renaud Muselier. LR lui enlève son investiture. Est-ce qu'ils ont raison, les Républicains, de lui enlever son investiture? Mais je crois qu'il ne faut pas faire d'alliance d'appareil dans ces régionales. Je pense qu'il faut, et en tout cas c'est ce que je vais faire, je pense qu'il faut défendre des convictions, un projet, une équipe d'intérêt régional, et il faut rassembler autour de ce projet, mais sans faire d'alliance avec des partis politiques qui ne sont pas... qui vont politiser l'élection alors qu'il faut au contraire la régionaliser. Voilà. C'est une erreur de Renaud Muselier, cette alliance avec l'AREM? En tout cas, moi je n'en ferai pas. Je n'en ferai ni au premier tour ni au deuxième tour parce que je pense que ce que les Français attendent de nous tous, présidents de région, c'est de l'authenticité, des valeurs. Je vais faire une liste très large de rassemblements, d'abord de la droite et du centre, et je l'ouvrirai à la société civile, je l'ouvrirai à des personnalités qui sont d'accord avec mon projet, mes valeurs. Certains soutiennent d'ailleurs Emmanuel Macron au plan national, comme Delphine Burkli, la maire du 9e arrondissement de Paris, ou Frédéric Valtou, le maire de Fontainebleau. Mais ils vont venir avec moi dès le premier tour, et je n'aurai pas d'alliance avec l'AREM. L'AREM a décidé de faire une liste contre moi en Île-de-France, c'est leur choix. Mais en tout cas... Vraiment, je crois qu'il faut qu'on trace notre sillon. Il faut qu'on ait notre conviction. Je suis persuadée que la droite a quelque chose à dire sur comment on gère une région, sur comment on gère le pays aussi. Oui, mais lui, il est dans une situation qui n'est pas la vôtre. Le Rassemblement national face à lui est beaucoup plus fort en région PACA. Est-ce que vous comprenez la nécessité qu'il justifie encore ce soir de vouloir tout faire pour, en gros, empêcher le Rassemblement national? Il le dit, comment comprendre cette agressivité alors que je combats le Rassemblement national? Si vous étiez dans sa position, en gros, avec un Rassemblement national aussi fort, est-ce que vous ne feriez pas pareil? Mais en Île-de-France, ce n'est pas le Rassemblement national qui est la menace, c'est une alliance de la gauche avec l'extrême gauche, avec des personnes qui ont des sympathies indigénistes, islamo-gauchistes, décroissantes. Donc le risque en Île-de-France des extrêmes, il existe aussi. Des extrêmes alliés à la gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Donc le risque des extrêmes, il existe dans toutes les régions. C'est soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. Mais pas à un tel niveau. Vous n'êtes pas confronté exactement bien sûr que si, pardon de le dire, mais en Île-de-France, ce sera mon équipe qui l'emportera, ou ce sera une alliance de la gauche et de l'extrême gauche, avec des personnes qui tournent le dos aux valeurs républicaines. Donc, de la même façon, nous sommes tous ici, aujourd'hui, nous, j'allais dire les représentants de la droite républicaine, nous sommes tous aujourd'hui confrontés à la lutte contre les extrêmes et nous devons tous mobiliser. Mais je crois qu'on mobilise mieux en étant soi-même authentique, pas en faisant des alliances d'appareil, pas en essayant d'aller chercher la République en marche dans une espèce de confusion des idées et des convictions. Vous comprenez les mots, vous avez quitté les Républicains pour beaucoup de raisons, c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en juin 2019, pour créer un mouvement qui s'appelle Libre. Du coup, on peut se poser la question de savoir si vous n'êtes pas en soutien de certaines positions de prise de liberté dans certaines situations, dans certains cas particuliers. Mais surtout, est-ce que vous comprenez les mots en interne quand on parle de trahison, de couteau dans le dos? Vous comprenez la sanction face à une situation pareille? Je ne suis plus aux Républicains. Les Républicains ont leur stratégie. Ouais. Ils souhaitent soutenir des candidats qui ne font pas d'alliance avec LREM. Voilà, c'est la stratégie des Républicains. Je ne la commande pas, c'est la leur. Moi, il se trouve que je peux assurer à tous les Franciliens qui me regardent qu'il n'y aura alliance ni au premier tour ni au deuxième tour. Parce que j'emmènerai toute mon équipe, je l'emmènerai avec moi sur un projet qui sera un projet de valeur de la République et qui sera un projet d'autorité, d'efficacité pour la région, parce que j'ai fait prendre à la région toute une série de tournants depuis 2016, tournant de l'écologie, de la sécurité, de l'égalité des chances, des transports, du renouveau des transports. Et ces tournants-là, il faut les maintenir. Il faut tenir le cap. C'est ça que je vais proposer, mais en toute transparence et, je vous dis, sans confusion avec LREM. Alors pourquoi ?
Mais parce qu'il y a des vraies divergences de fond sur comment on gère la région. Le gouvernement a supprimé 500 policiers dans les transports en Île-de-France. Moi, je demande qu'ils reviennent. Donc la sécurité, c'est ma priorité. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Le gouvernement, les parlementaires LaREM, ont refusé de supprimer 75% de réduction dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière. C'est une prime à l'illégalité qui est tout à fait inacceptable. J'ai voulu les supprimer, il me fallait une loi, l'AREM a refusé de la voter. Donc vous voyez, il y a des vraies divergences entre moi et le gouvernement sur des sujets fondamentaux pour la région. Mon adversaire LREM a essayé d'enlever 350 millions de recettes à la région dans le dernier budget. Il a fallu que je me batte pour l'Île-de-France. Donc voilà, je ne peux pas faire une alliance avec un gouvernement et un parlement avec lequel je ne suis pas en accord sur la façon de gérer la région. Et justement, on va rentrer vraiment dans le détail des dossiers, mais est-ce que vous craignez, même si vous n'êtes plus chez les Républicains, mais vous êtes à droite, vous êtes de Absolument. droite. Voilà, mais est-ce que vous craignez qu'il y ait un message général envoyé aujourd'hui aux électeurs de droite qui disent, vous voyez, la droite et l'AREM désormais, c'est la même chose? Et donc, un message qui viendrait troubler également votre image. Parce qu'on a vu, les cadres du parti de Marine Le Pen, c'est typiquement ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. L'AREM, la droite, c'est pareil. Eh bien, ce ne sera pas du tout pareil en Île-de-France. Vous savez que j'ai contre moi toute une série de ministres du gouvernement. Il n'y aura pas d'alliance avec eux, ni au premier, ni au deuxième tour. J'allais dire, les Franciliens me connaissent, ils savent que je suis une femme libre, ils savent que je fais ce que je dis et que je dis ce que je fais. Et donc, ça n'exprime pas une fragilité de la droite aujourd'hui. Une incapacité peut-être à trouver un leader, à trouver une ligne qui fasse qu'il n'y ait pas de dissension telle qu'on arrive même à une division aujourd'hui? C'est plutôt une fragilité d'En Marche. Ça veut dire qu'En Marche a renoncé à gagner les régions. Et comme ils ont renoncé à les gagner, ils essayent de faire des alliances de gouvernement. Donc c'est d'abord une faiblesse d'En Marche qui n'est pas un parti de politique. C'est pas un vrai parti politique, En Marche. C'est un comité de soutien du président de la République. Et donc, ça devrait se consacrer à la politique nationale. On l'a bien vu aux élections municipales, où la République En Marche n'a réussi à conquérir que très peu de mairies. Donc, aujourd'hui, la droite a gagné, en tout cas dans la gestion des régions, a gagné la bataille de la crédibilité. Et donc, fort de cette crédibilité, fort de ce bilan, et avec des projets qui doivent enthousiasmer, qui doivent faire rêver, moi, je suis persuadée que les présidents sortants ont toute légitimité pour aller seuls à cette élection. Alors vous dites que c'est plutôt un aveu de faiblesse pour La République En Marche, mais beaucoup répondent non, plutôt preuve de la capacité d'Emmanuel Macron à construire autour de lui un attelage, notamment avec la droite, en vue de 2022, auquel cas ça étoufferait une autre candidature de droite pour la présidentielle. En Île-de-France, la maison commune, elle est complètement en train de s'effriter. Celle de La République En Marche. Celle de La République En Marche est en train de totalement de s'effriter. Les modems du terrain m'ont rejoint, les Agir du terrain, c'est-à-dire les maires Agir, m'ont rejoint. Et ça va continuer. Les radicaux qui étaient avec La République En Marche m'ont rejoint. Donc en Île-de-France, c'est La République En Marche qui s'effrite. Et je crois que quand on a vraiment une droite qui réussit, ça correspond. Les solutions de la droite sont celles qu'il faut pour le pays. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Marine Le Pen essaye de venir prendre les idées de la droite aujourd'hui, en devenant pro-européenne, alors qu'elle était anti-européenne, en essayant de devenir plus modérée, si on peut parler de modération, avec une Marine Le Pen dont l'élection serait une faillite pour la République et pour l'économie française. Mais elle essaye de venir sur le terrain de la droite. Et Macron essaye lui aussi de venir sur le terrain de la droite. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que les solutions de la droite républicaine sont les bonnes. Mais il manque une incarnation. Oui, mais ça prouve aussi qu'on est le meilleur rempart au Front National, le meilleur rempart à Marine Le Pen. Mais bien sûr, je vais y aller tout droit, Valérie Pécresse. Par exemple, je prends Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, il dit, mais c'est la preuve qu'il y a d'un côté à droite ceux qui veulent construire avec nous et ceux qui veulent pactiser avec le RN. Est-ce que vous dites aujourd'hui, non, il y a une troisième voie? La preuve, je viens d'en faire la démonstration. Mais du coup, est-ce que vous pourriez être cette troisième voie? Il y a une troisième voie, j'en suis certaine. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les Français n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas du duel de Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Ils le disent, sondage après sondage, à 80%. Ni Macron, ni Le Pen. C'est le message qu'envoient les Français. Vous pourriez être cette troisième voie, vous qui vous présentez comme libre. Vous en avez même fait un mouvement. Aujourd'hui, je suis d'abord à la tête de la région jusqu'au dernier jour dans une crise sanitaire et économique extrêmement dure. Et puis par ailleurs, candidate
à un nouveau mandat avec des propositions extrêmement puissantes pour la première région de France, qui a besoin de se relever plus forte et qui est, vous le savez, dans des turbulences terribles, que ce soit, j'allais dire, le terrorisme, la menace islamiste, la sécurité et l'économie. Donc aujourd'hui, je me concentre sur ma tâche, mais ce qui est sûr, c'est que je contribuerai à la place qui sera la mienne à ce que cette troisième voie émerge. Je ferai tout pour que la droite républicaine puisse aider à regagner l'élection de 2022. Pourquoi ? Ouais. Parce que je pense que nos solutions sont les bonnes. Je pense qu'il faut de l'ordre, mais qu'il ne faut pas que ce soit contre les valeurs de la République. Je pense qu'il faut être pro-entreprise. Je pense qu'il ne faut pas être démagogique, comme Marine Le Pen l'est en prônant la retraite à 60 ans, qui mettrait le pays en faillite. Je pense qu'il y a énormément de démagogie au RN. Je pense que les Français devraient regarder l'exemple de Donald Trump aux États-Unis et qu'ils devraient être vaccinés contre ces solutions faussement et démagogiquement. D'ailleurs, je vous demanderai tout à l'heure si vous êtes du coup plutôt partante pour les propositions de Joe Biden. Ça me permet de dire qu'on va en parler Mais oui, parce que dans un instant. Mais je reste juste sur la France, encore une fois, très précisément. Après, je passe à autre chose, promis. Mais vous estimez forcément que demander aux Français d'Île-de-France de voter pour vous, c'est un contrat de confiance. ils ont besoin que le cap soit tenu. Mais si c'est un contrat de confiance, ma question c'est, est-ce que dans tout contrat, il ne faut pas qu'on dise aux gens, effectivement, dans ce contrat de confiance, je vous promets ou non, je serai là tout le temps de mon mandat. En somme, est-ce que vous pouvez leur garantir que vous serez là et que vous ne partirez pas à l'Élysée ? Aujourd'hui, celle qui est à 100% région, c'est moi. Celle qui a donné 18 ans de sa vie à l'Île-de-France, c'est aussi moi. Aujourd'hui, j'ai des adversaires qui font tous de la politique nationale, qui sont tous cumulards, qui sont tous présidents de partis, députés, ministres, et qui veulent tous faire de la politique nationale. Donc, c'est à moi qu'on reprocherait de vouloir aussi me mêler de politique nationale. Franchement, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il faut, pendant les 6 prochaines années, faire arriver à la tête de l'Île-de-France une équipe qui garde le même cap, celui des valeurs de la République, celui de l'ordre, celui des aides aux entreprises et du social, celui de l'écologie, des solutions, pas de l'idéo-écologie décroissante, celle qui veut tout interdire. Donc c'est un cap que je promets pour les 6 ans qui viennent, avec une équipe pour les 6 ans qui viennent. Et ça, c'est un engagement très fort. Et en face, il y a la destruction de tout ce que j'ai construit, la destruction de la cohésion même de l'Île-de-France, avec une ultra-gauche qui veut détruire l'Île-de-France, mais aussi le pays. Alors, mais vous voyez, vous allez sur un terrain aussi national. Mais je reste mais du coup sur les régionales. C'est la région capitale. Tout ce qui va se passer dans cette élection régionale est important pour le pays. L'enjeu de gagner la région Île-de-France, c'est important pour le pays. L'empêcher de tomber aux mains de gens qui sont anti-police, qui demandent qu'on puisse porter des burkinis dans les bases de loisirs de la région Île-de-France. Vous avez un slogan, en tout cas vous allez me le confirmer peut-être, qui serait pour vous de toutes mes forces. C'est bien ça ? Ce sera votre slogan pour les élections régionales. C'est mon slogan. L'objectif derrière le slogan, c'est quoi ? C'est endiguer la montée du Rassemblement national, c'est mettre à mal la gauche, c'est donner, je ne sais pas, pourquoi pas une leçon à la République En Marche et lui faire comprendre qu'elle ne fait que passer. C'est quoi l'objectif derrière le slogan ? C'est être vrai. C'est être vrai. Ça fait 5 ans, et les Franciliens me connaissent, ça fait 5 ans que je me bats nuit et jour pour eux. Nuit et jour pour leur donner les meilleurs transports, pour leur donner plus d'égalité, pour leur donner de l'écologie, parce qu'on était les derniers de la classe en 2016, pour leur donner plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité. J'ai pris à bras-le-corps la sécurité, qui n'était pas du tout une compétence régionale, contre tous mes adversaires. Le RN a refusé de voter tous les budgets en disant que ce n'était pas de la compétence de la région, parce que le RN vit des problèmes, mais ne vote jamais les solutions. Et puis, mes adversaires de gauche ont dit, c'est pas la compétence de la région, on refuse les caméras de vidéoprotection, on refuse d'armer les polices municipales. Donc, oui, j'ai pris à bras le corps tous ces sujets et de toutes mes forces. Parce qu'il y a des obstacles bureaucratiques tout le temps, parce qu'on a besoin d'expérience, de compétences. Et je vais continuer. Et je vais continuer avec une équipe qui aura le visage de l'Île-de-France. Quand est-ce que vous allez présenter et votre équipe et peut-être aussi tout ce qu'on ne connaît pas encore, les financements de votre campagne, comment vous budgétisez vos propositions, tout ça on le saura quand ? Alors d'abord j'ai présenté toute une série de premières propositions. Oui, on va en parler. On va en parler, alors je ne vais pas les détailler, toute une série de premières propositions. Ensuite, je suis en train là maintenant de constituer une équipe de l'Île-de-France qui sera une magnifique équipe parce qu'elle aura vraiment, je l'ai dit, le visage de la région.
elle ressemblera aux Franciliens. Elle leur apportera à la fois de la compétence, de l'expérience, de la jeunesse, de l'enthousiasme. Donc je la présenterai évidemment d'ici quelques jours. Alors, pendant cette élection, encore une fois, on va arriver dans le fond de vos propositions, mais Emmanuel Macron, il vient d'annoncer qu'il allait reprendre son bâton de pèlerin. Dans son interview à la presse quotidienne régionale, il dit « Je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays ». Est-ce que vous dites, et je pense que ce n'est pas le cas, très bien, président qui va prendre le pouls du pays après une crise, pourquoi pas, ou est-ce que vous y voyez même une mauvaise manière ou un mélange des genres, parce qu'au mois de juin, nous serons dans les élections régionales? Personne ne peut reprocher au président de la République d'aller au contact. Mais évidemment, on a un président de la République qui a comme seule obsession en ligne de mire 2022. On le sait et on le voit à chacun de ses actes. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il va falloir que la droite, ma famille, que la droite se mette vraiment en situation de proposer une alternative. Et je crois vraiment que cette alternative, on va pouvoir la proposer. Prenez le régalien, par exemple. Je pense que sur le régalien, le en même temps, ça ne marche pas. Le en même temps, ça ne marche pas sur le régalien. Parce qu'on ne peut pas être à la fois, dire à la fois on va mettre plus de policiers et en même temps pas avoir de place de prison pour pouvoir faire des vraies sanctions efficaces. Le en même temps, c'est pas quand il y a une ZAD, vous savez, les ZAD, les zones à défendre, quand il y a une occupation de ZAD, je ne peux pas avoir, comme j'ai eu en Île-de-France, un ministre de l'Intérieur qui est prêt à l'évacuation et une ministre de l'Environnement qui me dit il faut parlementer et parler avec les zadistes. En même temps, ça n'existe pas. Donc moi, j'ai saisi les juges, parce que j'étais propriétaire du terrain. C'était le triangle de Gonesse, qui était occupé par Madame Autain, Monsieur Bayou, et donc les écolos et l'extrême gauche, qui ne voulaient pas qu'on fasse passer le métro. Donc ils ne voulaient pas de métro. Ils ont occupé la ZAD, j'ai saisi la justice a prononcé l'évacuation, et j'ai pu faire évacuer. Mais vous voyez bien, j'avais un gouvernement qui n'avait pas de ligne politique. En même temps, ça ne va pas en matière d'autorité et d'ordre. Il y a l'autorité, puis il y a le climat social. Hier, 1er mai, 150 000 personnes ont manifesté dans toute la France. Alors, on va le redire encore une fois, hein, la plupart du temps dans le calme. Il y a eu des heurts. Il y a eu des militants de la CGT qui ont été agressés. Il y a eu aussi cette image de policier qui a été jeté au sol. C'était à Lyon. Déjà, premier point, est-ce que vous dites que c'est maintenant devenu impossible de manifester correctement en France et à plus forte raison en Ile-de-France et à Paris? Il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Marche, par exemple, pour le climat. Partout en France, c'est le week-end prochain, je crois. Est-ce que vous redoutez maintenant cette incapacité à manifester dans de bonnes conditions? D'abord, je suis très attachée au droit de manifester et bien évidemment, il faut protéger les manifestants encore davantage. Je pense qu'il va falloir faire évoluer d'ailleurs notre doctrine de maintien de l'ordre dans les manifestations. Il va falloir être encore plus présent, que les forces de l'ordre soient encore plus présentes pour encadrer les choses. Parce que vous voyez, mes convictions ne sont pas les mêmes que celles de la CGT, même si je suis très attachée au dialogue social et qu'à la région, on a signé 7 accords de dialogue social. Donc vous voyez, je dialogue y compris avec la CGT, mais je ne partage pas leurs convictions. Mais je trouve que c'est révulsant de voir des syndicats qui défendent leurs convictions dans une manifestation se faire prendre à partie par l'ultra-gauche. Je trouve qu'il faut qu'on protège les manifestants et il faut aussi qu'on protège les commerçants qui se trouvent sur le chemin. Parce qu'en Ile-de-France particulièrement, depuis les Gilets jaunes, on sait ce que c'est que de se faire saccager, piller tous les samedis. Tous les samedis. La région est venue en aide aux commerçants pour les aider après tous ces pillages, vous voyez. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse manifester dans le calme. Et ça nécessite évidemment des forces de police plus présentes. Ça nécessite d'ailleurs une réflexion globale sur le maintien de l'ordre. Je sais que le préfet de police, en tout cas à Paris, y réfléchit. Ça dit quoi du climat en France aujourd'hui? D'une colère sociale qui aurait été peut-être confinée, elle aussi, et qui serait aujourd'hui déconfinée, peut-être même amplifiée par la crise. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui est en train de se passer? Plus qu'un printemps social, une colère sociale? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une détresse sociale qui est, invisible aujourd'hui, ou en tout cas très peu visible. Elle est très peu visible parce que c'est le confinement, et puis aussi parce que l'économie est sous morphine. Donc, en gros, là, après le tsunami passé, l'eau va se retirer, et on va constater quoi? Les aides du gouvernement, surtout, vont s'amenuiser avec le temps. Et puis, vous le savez, il y a un certain nombre de grands groupes qui ont annoncé des plans sociaux dans un certain nombre de domaines
à cause de la crise Covid notamment, mais aussi parce que certains secteurs sont complètement à l'arrêt. L'Île-de-France est la région la plus touchée par la crise économique. Nous avons 15% de hausse du chômage, nous avons eu 100 000 emplois détruits, c'est presque un tiers des emplois qui ont été détruits pendant la crise Covid. Pourquoi ? Parce qu'on est la région la plus ouverte sur le monde et que quand vous avez plus de touristes, quand vous avez plus de commerce international, quand vous avez plus de salons, nous on avait 700 salons internationaux en Île-de-France qui ont été annulés. Vous avez plus de festivals culturels, vous avez plus de grands rendez-vous sportifs. Donc l'Île-de-France souffre énormément et il va y avoir un effet retard. Vous savez évaluer déjà le nombre d'entreprises en Île-de-France, d'emplois qui sont et qui vont être détruits encore? On en a déjà eu 150 000, enfin 150 000 chômeurs de plus en un an, donc c'est énorme. Et on va avoir des plans sociaux très importants. Le rôle de la région, c'est d'anticiper territoire par territoire. Parce que, évidemment, une entreprise qui ferme dans la Seine-et-Marne rurale, c'est beaucoup plus dramatique pour l'emploi local qu'une entreprise qui ferme à la Défense. Parce qu'il y a beaucoup moins d'opportunités alternatives d'emploi. Donc on regarde territoire par territoire les emplois qui vont être détruits ou les entreprises qui vont être fermées. Et on est en train de mettre énormément d'énergie et d'argent, à la fois pour réindustrialiser, c'est-à-dire aider des entreprises à développer leur production. Parce que le paradoxe avec la crise Covid, c'est que l'économie est en train de se transformer. Oui. Je vous ai parlé de l'aéronautique, je vous ai parlé du tourisme, de l'événementiel, tous ces secteurs qui sont, la culture, qui sont vraiment très mal et qui vont le rester quand même pendant des mois. Et puis, vous avez des secteurs qui sont en plein boom. Le numérique, la médecine, l'industrie médicale, le sanitaire et social, l'environnement, le bâtiment, la construction, l'agriculture, l'agroalimentaire. Donc, en fait, il faut faire la transition des salariés. Et c'est le rôle de la région. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'aides, énormément de moyens, des centaines de millions d'euros, pour aider les Franciliens à changer, à se reconvertir. Et l'État est au rendez-vous aussi quand Emmanuel Macron dit qu'il y aura désormais une aide au prorata du coût humain à partir du 1er juin. Pour vous, tout ce qui est en place est suffisant? L'horizon qui se dessine économiquement est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin sur les charges, le PGE, des annulations? Alors, c'est le sujet du plan de relance. Ouais. Sur le plan de relance, moi, je voulais dire d'abord qu'en Ile-de-France, on fait le plan de relance le plus ambitieux de France, 14 milliards, moitié État, moitié région, parce qu'on est la région la plus touchée. Mais je voudrais parler de manière plus nationale. Vous savez qu'on a demandé un plan de relance européen. Et normalement, 40 milliards du plan de relance européen devaient être attribués à la France. Le problème, c'est que ces 40 milliards ne sont toujours pas arrivés. Et le gouvernement nous dit, ne vous inquiétez pas, il y aura 5 milliards qui arriveront en septembre. Mais c'est trop tard. À côté de ça, on a Joe Biden, le président des États-Unis, qui annonce des milliards, des centaines de milliards pour l'économie américaine. La conséquence de ces 5 milliards en septembre, c'est quoi? Ça veut dire que d'ici là, on va perdre du potentiel, des emplois et on n'aura rien fait, pour qu'on comprenne bien. Ce que je souhaite, c'est que l'État fasse l'avance des 40 milliards qu'on va toucher du plan de relance européen et qu'il fasse l'avance dès maintenant. Parce que si l'État se met à faire l'avance des 40 milliards, ça veut dire qu'on pourra réinjecter dans l'économie dès la réouverture, c'est-à-dire dès mai-juin, on pourrait réinjecter énormément d'argent dans des investissements productifs, des investissements à très grande valeur ajoutée qui nous permettront de sortir plus fort de cette crise. Selon Le Monde, le président envisage un deuxième plan de relance, c'est-à-dire mettant à mal l'idée de la fin du quoi qu'il en coûte, mettant tout ça de côté. Ça devrait vous satisfaire du coup? Moi, je crois que la priorité, avant même de continuer à endetter la France sur le long terme, c'est de faire l'avance de ces 40 milliards. Parce que ces 40 milliards, on va les toucher. Donc, ce n'est pas dégrader les comptes. C'est bien gérer, mais anticiper. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le plan de relance de l'État, il est puissant, mais il est beaucoup trop bureaucratique, beaucoup trop tatillon. C'est-à-dire on a des centaines d'appels à projets pour la relance. Je vous donne un exemple. Il y a 17 millions d'euros pour aider à faire des jardins partagés dans toute la France. Et c'est des aides de 10 000 euros. Donc vous vous rendez compte, l'État, avec les sous-préfets à la relance, gère des appels à projets pour des projets de 10 000 euros. Mais c'est idiot. Ça devrait être fait par les régions. Moi, j'ai un budget participatif environnemental de 500 millions d'euros, 100 millions par an, et je finance des jardins partagés. Donc, l'État veut tout faire. Il devrait se concentrer sur vraiment ce qui est stratégique, les infrastructures, les filières économiques qu'il faut développer. Par exemple, l'avion à hydrogène.
pour relever la filière aéronautique, des centaines de milliers d'emplois. Il faut faire l'avion à l'hydrogène. Il faut demain faire aussi des corridors hydrogène sur nos fleuves pour avoir la logistique de demain. Vous voyez, ce genre de projet, le quantique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, c'est là-dedans que l'État devrait investir et dans des gros projets qui feraient la différence, pas dans des micro-projets à 10 000 euros. Ça, c'est le rôle des régions. On va avancer sur la question de... Il faut décentraliser beaucoup plus ce plan de relance et le débureaucratiser. Et on va parler de la question des jeunes parce que c'est central et ça va l'être encore. Mais vous avez parlé de Joe Biden, du coup je saisis la balle au bon. Joe Biden, il dit aussi qu'il faut taxer les plus riches, les 1% les plus riches. Il dit qu'il faut taxer plus les entreprises et désormais aussi les plus riches pour financer l'aide aux jeunes dont on va parler, pour aider les familles, pour financer son méga plan de relance que vous avez souligné et que vous jugez plutôt bon. Mais alors du coup, est-ce que vous êtes pour une taxation des plus riches aussi pour aider? Mais on est parmi les pays qui ont le record du monde des taxes. Record du monde. On n'est pas du tout dans la situation des États-Unis qui, eux, ont beaucoup baissé leurs impôts sous Donald Trump. Nous, on a le record du monde des taxes. Donc, il faudrait être raisonnable. Il faut commencer par dire où on va les baisser. Parce que si on veut relancer, ça peut aussi être par la baisse des impôts. Vous savez, si vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français en baissant leurs impôts, je vous assure qu'ils vont consommer et je vous assure qu'ils vont faire fonctionner l'économie. Donc moi, je suis plus pour une baisse des impôts. Et taxer les entreprises qui ont, comme le dit le FMI cette fois, qui ont été pérennes pendant la crise, voire même ont profité de la crise, ça, jamais pour vous. Mais on est le record du monde des impôts. Pourquoi est-ce qu'en France, quand on dit solution, on dit tout de suite taxe? C'est pas possible. Faut qu'on aille se faire soigner, psychanalyser. On doit réussir à supprimer des gaspillages. Qu'est-ce que j'ai fait à la sur des gaspillages? Parce qu'il y avait des doublons, parce qu'il y avait des structures qui n'étaient pas très efficaces. Je les ai fermées. J'ai fait ce qu'on appelle la réforme de l'administration. J'ai économisé 2 milliards d'euros. Et cet argent, je le redonne aux Franciliens. C'est ça que l'État doit faire. J'ai baissé les impôts. Là, par exemple, cette année, la région, elle va faire 13 milliards de plans de relance, mais en même temps, elle baisse les impôts. Elle baisse la taxe d'aménagement qui permet d'installer des nouveaux commerces, d'installer des nouvelles maisons médicales. Donc, c'est possible de baisser les impôts dans ce pays et de relancer par la baisse des impôts. Je vous assure, on doit y arriver. Les jeunes, c'est au cœur des inquiétudes. C'est au cœur des inquiétudes d'Emmanuel Macron, on le comprend bien. Aussi de Marine Le Pen, hier, elle a fait tout un discours avec des propositions très concrètes en faveur de la jeunesse. Et vous, Valérie Pécresse, vous avez fait quoi? Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? D'abord, je n'ai pas attendu que Marine Le Pen en parle pour m'occuper des jeunes, puisque vous savez que nous avons fait un plan de secours pour la jeunesse, avec toute une série de volets, d'abord psychologiques, une plateforme d'écoute, 40 000 consultations gratuites pour tous les étudiants, les apprentis en détresse, qui a été montée avec tout le réseau des psychiatres et les psychologues d'Île-de-France. On a fait aussi une aide aux étudiants à la rue, avec 4 hôtels qui ont été ouverts. On a fait des cautions de prêts étudiants, mais je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on aille plus loin avec 3 dispositifs. D'abord, je suis contre le RSA jeune. Je suis contre le RSA jeune. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre les jeunes, malgré le fait que le chômage des jeunes a beaucoup progressé en Île-de-France à cause de la crise, je ne veux pas mettre les jeunes dans un statut d'assistanat. Je veux mettre les jeunes en situation de rebondir. Donc je vais faire, non pas le RSA, c'est-à-dire de l'argent pour rien faire, je vais faire le RJA, le revenu jeune actif. C'est 4 000 € pour 6 mois de formation dans les secteurs qui recrutent. Mais ce ne sont pas des aides qui existaient déjà? Alors, et que non. vous regroupez d'une certaine manière? L'État, lui, Emmanuel Macron, a fait des aides, un programme qui s'appelle Un jeune, une solution. Mais sauf que ce n'est pas du tout la même chose que moi. Lui, il veut faire baisser les statistiques du chômage. Il veut occuper les jeunes. Donc, il leur donne 500 € pour aller dans n'importe quelle formation. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce qu'ils vont aller dans des formations parking, ils vont aller dans des métiers qui recrutent pas. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui de neuf, alors, du coup, Valérie Pécresse? De nous donner cet argent, le RJA, c'est 670 €, donc c'est plus. 670 € par mois, pendant 6 mois, qu'aux jeunes qui iront là où ça recrute. Parce que c'est ça le rôle des régions, c'est de dire, en Île-de-France, il y a des métiers qui recrutent, c'est là qu'on vous paye pour aller. C'est pas dans des formations parking. Dans des formations parking où à la fin, vous vous retrouverez au chômage. Moi, je veux pas faire baisser les statistiques du chômage. Moi, je veux mettre le pied à l'étrier des jeunes dans les métiers qui recrutent. Et à un moment donné, moi, je suis une maman, il faut dire à ses enfants, va pas là, c'est une impasse. Va
de ce côté, là, il y a de l'emploi. Et ça, c'est le devoir de tout parent. C'est aussi le devoir d'un président de région. Ça devrait être le devoir aussi d'un président de la République. Donc, RJA. Oui, et vous avez dit 3 propositions. Donc. Deuxième proposition, la gratuité du permis de conduire pour les jeunes en insertion. Vous savez, il y a une partie de la gauche qui dit aux jeunes en Île-de-France qu'on n'a plus besoin à l'avenir d'avoir le permis de conduire. Et bien, du coup, ça les rend inemployables. Parce qu'il y a beaucoup de PME en grande couronne, il y a beaucoup de PME dans le rural ou dans des zones isolées. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas en transport en commun à se déplacer. Il faut qu'ils aient le permis de conduire. Le troisième point. Et la troisième, c'est une banque régionale des jeunes. Je veux créer la première banque régionale des jeunes. Ça, c'est une annonce. Absolument. Ce sera dans mon programme de campagne, comme le RJA et la poursuite du permis de conduire gratuit que je viens de mettre en place. Ce sera dans mon projet. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aider les jeunes à réaliser leurs projets. Tout à l'heure, on va peut-être parler d'intégration. On va peut-être parler de toute cette jeunesse qui cherche un sens, à donner un sens à sa vie, qui cherche à croire au rêve français. Moi, je veux qu'il y ait un rêve français pour la jeunesse. Et ce rêve français, c'est de les aider à réaliser leurs projets. Alors, cette banque, elle aura 2 rôles. Premier rôle, faire des prêts sans caution pour les étudiants. Parce que vous le savez, quand on n'a pas de caution parentale, c'est très dur de financer ses études. Donc, prêt sans caution pour les étudiants. Et puis, deuxième aide, ce sera une aide pour les jeunes créateurs d'entreprises. Parce qu'il y a une énergie folle aujourd'hui dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux pour la création d'entreprises. On va en avoir besoin. Beaucoup d'entrepreneurs vont mettre la clé sous la porte après le Covid. Beaucoup d'entrepreneurs proches de la retraite sont très fatigués. Donc il faut aider la reprise d'entreprises. Et donc cette banque fera des prêts d'honneur pour des jeunes qui voudraient reprendre une entreprise. Donc votre annonce ce soir, cette banque pour les jeunes. Régionale des jeunes. La sécurité, parlons-en. C'est votre priorité, on le comprend, puisque ça a été votre premier déplacement de campagne pour votre réélection cette semaine. Mais déjà, depuis plusieurs années, j'ai essayé de regarder, je crois déjà 2019, vous parliez de la nécessité d'un choc d'autorité. 2019. Vous avez fait quoi, vous, Valérie Pécresse? Et qu'est-ce que vous allez faire de plus pour que ça devienne une réalité? Parce qu'on en parle, mais comment on fait? D'abord, la sécurité est évidemment pas du tout une compétence de la région. Quand je suis arrivée, alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien d'abord, j'ai signé une convention avec Bernard Cazeneuve. C'était au lendemain du Bataclan. Il faut se souvenir. Je suis arrivée à la tête de la région, d'une région totalement traumatisée par l'attentat terroriste le plus dramatique que la région ait jamais connu. Donc le Bataclan, j'arrive et je dis à Bernard Cazeneuve, qui était ministre socialiste à l'époque, ministre de l'Intérieur, on va signer une convention. Je vais financer les commissariats. Je vais financer les casernes de gendarmerie, des équipements de pompiers. Je vais financer les polices municipales, de la vidéoprotection. Bernard Cazeneuve, quand j'arrive, il me dit « Madame Pécresse, est-ce qu'il y a des caméras de vidéoprotection dans les rames pour assurer la sécurité des transports ?» Et je lui dis « Non, il n'y en a pas. La gauche a refusé qu'on en mette. Ça fait 6 ans que la gauche refuse de mettre des caméras de vidéoprotection dans les rames des RER. » Et il était sidéré. Il m'a dit « Mais comment on va faire contre le terrorisme ?» Donc, je me suis attelée à la police régionale des transports. La police régionale des transports... Moi, sur ce point, je suis un peu perdue parce que je vois que la REM propose une police régionale des transports. Je vois même que votre opposant, je vais y arriver, à la REM, dit Valérie Pécresse a repris 2 de mes propositions, police régionale des transports notamment. Je souris et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que mes adversaires, LREM, sur la question de la sécurité, sont complètement à ma remorque. La police régionale des transports, c'est des actes. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 5 ans? D'abord, j'ai recruté 1000 personnes de plus. Qu'est-ce que c'est la police des transports? C'est ce qu'on appelle la police des transports nationale, un service de la police nationale. C'est les agents de sécurité de la SNCF, les agents de sécurité de la RATP, et c'est aussi toute une série de sociétés de sécurité privée qui assurent la sécurité dans les bus, dans les gares. Donc il y a tous ces personnels-là. J'ai recruté depuis 5 ans 1000 personnes de plus. Ils étaient 2000, aujourd'hui ils sont 3000. Dans le prochain mandat, je recruterai 1000 de plus encore. On passera à 4000 personnes sur le réseau. Mais la police régionale, c'est aussi forcément la coordination de toutes ces forces, parce qu'ils sont sinon dispersés. Donc, j'ai investi dans un magnifique projet qui verra le jour en décembre 2021, qui s'appelle le Centre de commandement unique. 21, d'accord. 21, là, dans 3 mois. Le Centre de commandement unique. Ça fait 4 ans. Décembre
décembre 2021, dans 6 mois, Oui, moins de 6 mois. c'est là où je cherchais la 6 faille. mois, à la fin de l'année. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. C'est un financement moitié État, moitié région. C'est une salle dans laquelle les 80 000 caméras de vidéoprotection que j'ai déployées sur le réseau, 80 000 caméras, enverront toutes leurs images, à la fois à la police nationale, à la SUGE de la SNCF, au GPSR de la RATP, aux gendarmes mobiles. Donc tout le monde aura les caméras et ensemble, on géolocalisera la brigade qui est la plus proche. Et dès qu'on verra quelque chose qui se passe dans les transports, on enverra la brigade la plus proche. Cet équipement, il sera unique en Europe. Personne d'autre ne l'a. Alors après, on peut faire moi, ce que je souhaite, c'est aller encore plus loin. Je souhaite que ce centre de commandement unique, il soit sous double tutelle. Préfecture de police et Île-de-France Mobilité, c'est-à-dire l'autorité régionale des transports. Pourquoi ? Parce que dans le prochain mandat, on va ouvrir à la concurrence les transports. Et donc, ça me paraît anachronique que quand les transports seront ouverts à la concurrence, la SNCF et ses forces, la RATP et ses forces, les nouveaux opérateurs et leurs forces, ça va émietter la sécurité. Donc moi, j'aimerais effectivement parachever la police des transports et que l'État nous donne la compétence. Et c'est là que je souris. C'est que moi, j'ai proposé que Île-de-France Mobilité prenne la compétence transport, prenne la compétence sécurité des transports. Qui a voté contre au Parlement? L'AREM a refusé cet amendement. Donc voilà, moi, l'AREM, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Sur un plan plus national, cette fois, la question de la sécurité a été alimentée par la tribune des généraux. On en a beaucoup parlé, vous avez déjà réagi sur le sujet, mais tout de même, il y a eu encore des éléments. Est-ce que vous estimez qu'elle est séditieuse, oui ou non, cette tribune? Et est-ce que vous êtes en faveur, oui ou non, des sanctions envers les militaires qui ont signé? Je suis une femme d'ordre. Être une femme d'ordre, ça veut dire être très attachée à la neutralité des armées. La neutralité des armées d'actives, c'est un pilier de l'ordre républicain. Les militaires sont là pour servir et pour servir la nation. Ils ne peuvent pas avoir d'état d'âme et ils ne peuvent pas non plus les exprimer. C'est la règle. Donc, pour répondre à votre question, oui, cette règle doit être appliquée. Mais à côté de ça, il y a le constat qui est fait. Voilà, on y vient. Il y a 58% des Français, Valérie Pécresse, selon notre sondage Harris Interactive de la semaine, qui sont en soutien des militaires qui ont signé la tribune. Donc, au-delà des généraux, est-ce que vous dites oui? Et Rachida Dati l'a dit. Vous comprenez le constat de délitement et vous y adhérez même. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que dès 2019, j'appelais à un choc d'autorité. Donc si dès 2019, j'appelais à un choc d'autorité, une tribune qui dit qu'on est en crise d'autorité aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne partage pas le constat. Oui, il y a une immense crise d'autorité dans le pays, mais moi, mon autorité, elle sera toujours républicaine. C'est-à-dire qu'elle s'exprimera par les urnes. Mon autorité, elle sera jamais militaire, elle s'imposera jamais par la force. Et donc moi, je ne soutiendrai jamais des nostalgiques d'un putsch militaire. Vous voyez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité redevienne un pilier de la République. Est-ce que vous craignez, la question elle est très directe, mais une guerre civile, en tout cas un climat de guerre civile? Vous voyez bien que c'est une musique qui monte régulièrement, on a entendu le général de Villiers, etc. On a entendu ces mots-là encore cette semaine. Vous le craignez ou c'est très loin de vous tout ça? C'est d'autant moins loin de moi que, vous le savez, j'ai installé la région dans un département qui est un des départements qui concentre énormément des défis de la République, qui est le département de la Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, je suis tous les jours en Seine-Saint-Denis, à 2 pas d'un territoire qu'on appelle une zone de reconquête républicaine, parce qu'il y a trop de faits criminels qui s'y produisent. Oui, mais climat de guerre civile ou une potentielle... Non, mais zone de reconquête républicaine, les mots ont un sens. Ça veut dire que la République n'est pas chez elle dans ce territoire et qu'il faut aller le reconquérir. Donc, je suis au cœur des problèmes de ma région et au cœur des problèmes du pays. Moi, je ne crois pas... Moi, je suis optimiste. Moi, je suis optimiste parce que je sais que si on se serre les coudes et si aujourd'hui, il y a à la tête du pays une volonté de trouver des solutions concrètes à tous les problèmes, on les trouvera. Et ce qui m'inquiète, c'est que le Rassemblement national vit des problèmes, mais n'apporte jamais aucune solution. Et je l'ai vu dans mon conseil régional, où à chaque fois que nous venions proposer des solutions, je vous l'ai dit, sur les polices municipales armées... Le fait que Marine Le Pen ait soutenu cette tribune pour, alors je cite Gabriel Attal, c'est le naturel qui revient au galop. Pour Gérald Darmanin, Marine Le Pen a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Non, mais qu'elle attise
La colère, j'allais dire, c'est son, comment dire, c'est son gagne-pain, la colère. Elle attise la colère, mais quelles solutions propose-t-elle? Où sont-elles les solutions du Rassemblement national? Les nôtres, elles existent, et quand le Rassemblement national doit les voter au Conseil régional, il a la main qui tremble pour les voter. Pourquoi il a la main qui tremble? Pourquoi ils ont eu la tremblante et ils n'ont pas voté mes propositions de vidéoprotection, de sécurité? Pourquoi ils ne les ont pas votées? Mais tout simplement parce que s'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Rassemblement national. Donc ils vivent des problèmes. Nous vivons des solutions. Moi, je suis une apporteuse de solutions. Justement, les solutions, et sur le régalien toujours, vous avez fait une déclaration qui a rythmé un peu l'actualité de la semaine. Le week-end dernier, vous avez dit qu'il ne faut pas nier le lien entre terrorisme et immigration. Ça a beaucoup fait réagir, mais juste depuis, je vous permets de rebondir juste après, mais Gérald Darmanin, il a été interrogé sur ces mots. Il dit qu'il peut y avoir un lien entre les attentats terroristes et l'immigration, comme Nice ou Rambouillet, mais ce lien n'est pas évidemment automatique. Il dit que ce serait un mensonge éhonté de la droite dure et de l'extrême droite de faire ce lien égal. Est-ce que vous faites un lien égal? Mais bien sûr que non. Je ne fais pas un lien égal, mais un lien, ça ne veut pas dire une corrélation absolue. Est-ce que vous croyez que dans la région dans laquelle j'habite, dans la région dans laquelle je suis élue, je ne sais pas qu'un certain nombre de terroristes sont français nés en France? Voyons. Donc, le sujet, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien entre terrorisme et immigration incontrôlée. On l'a vu puisque les derniers attentats terroristes ont été faits sur notre sol par des étrangers. Mais il y a aussi un lien. Sur 100% d'attentats depuis ces 5 dernières années, 3/4 ont été commis par des gens qui ont la nationalité française. Et donc, le ministre de l'Intérieur cette semaine. Et bien donc 25% par des gens qui n'ont pas de nationalité française. Donc il y a bien un lien. Et en revanche, il y a un lien entre terrorisme et immigration incontrôlée, mais il y a aussi un lien entre terrorisme et intégration ratée. Et ça, c'est notre devoir. Notre devoir, c'est aujourd'hui de réussir l'intégration. C'est ça que nous avons raté. Nous n'avons pas donné l'amour de la France à des enfants de France qui étaient issus de l'immigration. Est-ce que vous seriez en faveur d'un référendum sur les questions d'immigration et même comprenant le regroupement familial? Parce que Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand veulent consulter les Français sur un durcissement des peines à l'égard des terroristes comme sur la question de l'immigration. Et je vois que Bruno Retailleau parle également de la question du regroupement familial. Et vous? Moi, ce que je souhaite, c'est la révision des directives européennes sur l'immigration. Parce que ces directives européennes, aujourd'hui, elles ont comme conséquence le fait que, on ne peut pas refuser l'entrée. Par exemple, un demandeur d'asile qui se présente à la frontière de l'Europe. Ce demandeur d'asile qui se présente à la frontière de l'Europe, on devrait examiner sa demande d'asile à la frontière. C'est ce qu'on fait à Roissy. Quand on arrive en avion à Roissy, de l'Europe, on fait l'examen de la demande d'asile à la frontière. Et tant qu'on ne l'a pas faite, vous n'avez pas le droit de vous déplacer et d'aller sur le territoire. Mais si vous faites ça de l'Europe, on est d'accord. À toutes les frontières de l'Europe. Et donc le président de la République qui veut réformer Schengen, quand la France va prendre la tête de l'Union européenne au premier semestre 2022, ça devrait pouvoir vous Oui, mais satisfaire. pour l'instant, c'est des mots et ça fait quand même 5 ans qu'il est au pouvoir. Donc 4 ans qu'il est au pouvoir. Donc moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le gouvernement, l'État, le président de la République s'engage à réformer ces directives retour. Qu'on fasse l'asile à la frontière, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas rentrer quand on est demandeur d'asile sur le territoire tant que la demande n'a pas été évaluée. Et si la demande est rejetée, qu'on se reparte immédiatement. Et la directive retour, aujourd'hui, vous êtes en flagrant délit de séjour irrégulier. Que dit la directive retour? Elle dit que vous devez être invité à quitter le territoire. Et vous avez 1 mois pour vous mettre en conformité avec cela. Le ressortissant tunisien qui est arrivé en Italie et qui a commis l'horrible attentat de Notre-Dame à Nice, il avait été invité à quitter le territoire italien par les autorités italiennes en vertu de la directive retour. Mais il avait 1 mois pour se mettre en conformité. Et pendant ce mois, il est venu en France et il a commis son attentat. Donc vous voyez bien, il faut qu'on ait des expulsions immédiates. Pardon, mais c'est important que l'on soit totalement réaliste. Si nous n'arrivons pas à choisir les personnes que nous accueillons, alors, il n'y aura plus de respect de la loi française. Et l'objectif, c'est de faire respecter nos lois. Et l'intégration réussie, c'est aussi ça. C'est être inflexible sur le respect de la loi. C'est aussi tendre une main pour faire réussir ceux qui respectent la loi, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de toutes origines. Vous savez, moi, je dirige une région dans laquelle, une région monde, dans laquelle les franciliens viennent du monde entier. Et je sais aussi qu'il faut que la réussite, le modèle français, le rêve français, soit très puissant. Alors, le temps file.
On avait beaucoup de choses à se dire, on en a encore beaucoup à se dire. Dernière question sur ce sujet, ensuite parlons peut-être aussi de la vaccination, du calendrier de déconfinement, mais on a beaucoup aussi entendu parler de ces personnes qui sont là en situation irrégulière, mais qui trouvent des emplois, qui ont des contrats de travail, ce qui, c'est pas le seul facteur, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais peut amener à la régularisation. Est-ce que vous dites qu'il faut pointer du doigt les employeurs et leurs responsabilités quand ils recrutent des personnes en situation irrégulière? Bah, bien sûr, de toutes les façons, il y a des contrôles et les contrôles doivent absolument être renforcés. Pourquoi? Parce que ces employeurs de clandestins, ils les emploient en général dans des conditions totalement inhumaines et ils les emploient pour ne pas payer non plus d'impôts et de taxes. Mais comment on Donc fait ce sont Ouais. des patrons voyous. Donc les patrons voyous, ils doivent être aussi sanctionnés parce qu'ils vivent de la misère humaine. Parce qu'il faut aussi se dire que laisser des immigrés dans la clandestinité, c'est aussi nourrir des réseaux de prostitution, d'esclavage humain, des ateliers clandestins. C'est condamner des personnes à des situations inhumaines. Et ça, c'est notre laxisme qui cause cette inhumanité. Bon, on aurait vraiment besoin de plusieurs heures pour revenir Mais sur j'ai tous ces encore dossiers plein dans de le choses à détail. dire parce que J'en doute pas. c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Vous comprenez? Si on n'arrive pas à faire triompher les valeurs de la République, c'est parce qu'on n'a pas le courage aujourd'hui de faire respecter la loi Alors, dans notre pays. Il nous faut quand même en venir à cette question de la vaccination. Depuis hier, Valérie Pécresse, tous les plus de 18 ans qui ont des comorbidités, des fragilités, ça représente 4 millions de personnes, peuvent se rendre dans les centres de vaccination. Vous appeliez à élargir les publics et les tranches d'âge. Vous dites très bien, ça y est, dont acte, vous en félicitez, on accélère, on ouvre, en plus sur la base de la confiance. Il faut absolument accélérer. Donc on fait ce qu'il faut. Surtout en Ile-de-France. Moi, le gouvernement parle beaucoup de territorialisation pour le déconfinement. Moi, j'aimerais bien qu'on territorialise un peu la vaccination. Ça fait des semaines que je tire le signal d'alarme. Comme la région Ile-de-France est la plus jeune de France, en réalité, on est la moins vaccinée de France. Parce qu'on nous a donné les doses de vaccins en fonction de l'âge. C'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a plus de vaccins. Mais c'est pour ça que je demande qu'on élargisse. Parce que nous, on a toujours un peu ce blocage qui est lié à l'âge. On est une région jeune, mais on est la région la plus touchée. Donc on doit territorialiser aussi la Et donc vaccination. ça veut dire en Ile-de-France, il faudrait, si on territorialise et qu'on élargit, ouvrir à toutes les populations en Ile-de-France aujourd'hui. Faisons confiance aux maires. Faisons confiance aux maires. Moi, j'ai vu qu'on avait engueulé David Lisnard. L'État avait j'allais dire, réprimandé le maire de Cannes. Il lui restait des doses. Il a vacciné les personnes qui étaient volontaires. Mais c'est absolument indispensable qu'il n'y ait pas de stock. Donc, par exemple, d'aller plus vite. Que des élus en Ile-de-France disent bon, on ouvre à tous les publics, vous dites oui, très bien. Allez, chacun doit être à l'initiative. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit élargissons. Mais s'il reste des doses en fin de soirée et qu'elles risquent d'être inutilisées ou elles risquent d'être perdues, utilisons-les. Faisons preuve de bon sens. J'ajoute que, franchement, en Ile-de-France, on mériterait d'aller plus vite compte tenu de la gravité de la pandémie dans la région. Sur la question du vaccin, on va revenir en France un instant, mais est-ce que vous êtes pour la levée des brevets, oui ou non, pour aider le monde? Parce que la situation, elle est terrible dans plein de pays. Il y a de nombreux pays qui n'ont même pas commencé la campagne de vaccination. C'est un débat qu'il faudra avoir. À ce stade, je pense que c'est un peu tôt pour le trancher parce que les sociétés pharmaceutiques ont fait d'énormes investissements. Donc le problème, c'est si on demandait la gratuité des brevets, c'est qu'on demanderait vraisemblablement aux États de rembourser les investissements des sociétés pharmaceutiques. Ce serait d'ailleurs pas complètement dénué de justification. Donc ça coûterait très très cher aux États. Donc à ce stade, je pense que c'est pas possible. Il faut attendre un début de rentabilité des vaccins, mais je pense qu'il faut y penser pour l'avenir. On a depuis cette semaine donc un calendrier de déconfinement très progressif, disent certains, trop risqué, disent d'autres. Et vous dites quoi, Valérie Pécresse? Est-ce que vous étiez plutôt en faveur d'une accélération, faire bouger un petit peu les choses, avoir des perspectives? Les médecins sont inquiets pour certains. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça que je dis qu'il faut accélérer la vaccination, notamment dans les régions les plus touchées. Et c'est un bon calendrier? Il est pragmatique, en tout cas, comme le dit le gouvernement. c'est un calendrier qui donne de l'espoir à tout le monde. Et croyez-moi, je suis dans une région où j'ai 400 000 emplois dans le tourisme. Donc, évidemment, vous imaginez la désespérance de tous ces salariés, souvent intermittents, qui attendent que les touristes reviennent, qui attendent que les restaurants rouvrent, que les hôtels rouvrent, donc que les parcs d'attractions rouvrent. Donc oui, bien sûr, il faut essayer d'avoir un calendrier volontariste, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et il faut aussi territorialiser la vaccination. Et territorialiser également les échelons de
les freins. Vous avez vu que pour les freins, pour déconfiner ou remettre en place des mesures, le gouvernement a choisi le département. On regarde les seuils d'incidence au niveau. C'est le bon échelon, ça? Alors oui, sauf en Île-de-France. Je crois qu'il l'a dit, hein. D'ailleurs, il a dit le département, sauf en Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, tout le monde se déplace partout. Et les frontières départementales, elles sont très, très poreuses. Vous craignez en Île-de-France, parce que l'Institut Pasteur a parlé de crainte de quatrième vague, vous craignez qu'en Île-de-France, si la course de la vaccination n'est pas gagnée, si on reprend des activités trop rapidement, que l'Île-de-France se retrouve en situation de quatrième vague aujourd'hui? Vous échangez, j'imagine, avec des professionnels. Ce qui est certain, c'est que face aux variants, notamment indiens, il faut qu'on non seulement qu'on ferme les frontières, mais il faut que les quarantaines soient respectées. Et ça nécessite qu'on fasse sans doute davantage de contrôle du respect des quarantaines. Parce que le sujet, c'est vraiment l'arrivée de ces variants. C'est ça qui est angoissant. On ne fait pas assez aujourd'hui face aux variants? Je pense qu'il y a une bonne décision qui a été prise, qui a été de vraiment contrôler désormais à l'arrivée, enfin, moi je l'avais demandé pendant des mois, contrôler enfin les arrivées de tous ces pays, limiter complètement les vols, mais pour tous les ressortissants, il faut des quarantaines qui soient totalement contrôlées et respectées. Demain, les lycées, retour des élèves en demi-jauge, mais quand même retour dans les établissements. Est-ce que les conditions, là encore, sont réunies? C'est la question. Il y a les autotests qui arrivent, notamment pour les enseignants. Ce sera à partir du 10 mai, je crois, précisément pour les lycéens, dans les établissements. On est prêt? Vous êtes prête? L'État est prêt? A mis tout ce qu'il fait à la disposition pour que ça se passe dans de bonnes conditions? Alors, l'État avait oublié en chemin les agents qui, dans les lycées, font la cantine, l'accueil. Donc, la région Île-de-France a acheté des autotests, 2 par agent et par semaine, pour permettre aussi de tester les agents. Parce qu'il n'y a pas que les profs et les lycéens, les enseignants et les lycéens, il y a aussi les agents régionaux qui, eux, font vivre l'établissement. Donc oui, nous aurons des autotests prêts. Nous aurons aussi des purificateurs d'air et des capteurs de CO2, exactement, dans toutes les cantines. Alors, les purificateurs d'air, c'est pour les classes qui sont mal ventilées. Et tous les lycées qui en achètent sont remboursés automatiquement par la région. Ils les achètent sur la plateforme régionale. Les profs sont assez J'ai déjà 50 lycées qui les ont commandés. Les profs sont assez vaccinés? J'ai vu le livre de 20%, le chiffre de 20% d'enseignants vaccinés. Mais vous revenez à mon propos précédent. Je pense qu'en Île-de-France, compte tenu du taux de virulence de l'épidémie, il faut vraiment qu'on élargisse la vaccination. Et n'oubliez pas encore, les agents dans les écoles, les agents des communes, les agents des départements, les agents des régions, parce qu'ils sont à la cantine. Ils sont là où le virus peut potentiellement se propager le plus. Le pass sanitaire, vous étiez plus que pour. Je vous ai lu, vous avez dit que c'est indispensable. Donc, est-ce que, plutôt que de vous demander si vous êtes contre, puisque vous avez déjà répondu, est-ce que vous estimez même que le gouvernement ne va pas assez loin dans la démarche, puisque ce ne sera pas obligatoire pour les restaurants, les théâtres, les cinémas? Vous dites il faut aller beaucoup plus loin avec le pass sanitaire, c'est la condition de la reprise dans de bonnes conditions. Alors d'abord, j'essaie de travailler sur des concerts tests. On va faire un concert le 29 mai à Bercy Arena, un concert d'Indochine, qui sera un concert test, qui sera financé par la région, cofinancé par la région. Et l'idée, c'est effectivement de voir quelles sont les bonnes mesures sanitaires à prendre à l'entrée de ces concerts. Moi, j'aimerais bien pouvoir aussi faire un match de foot test, voyez, pour pouvoir voir, calculer les jauges. Vous y travaillez? J'aimerais bien pouvoir le faire aussi avec le ministère des Sports, comme on fait avec le ministère de la Culture. Donc ça, c'est important, parce que si on veut rouvrir, si on veut élargir un peu les jauges, si on veut redonner une vie normale aux Franciliens, il faut qu'on travaille sur toutes ces conditions sanitaires, comme l'ont fait nos voisins. Et puis, au-delà, pourquoi je suis très favorable au pass sanitaire? C'est parce que nous sommes dans une concurrence touristique mondiale. Les Américains sont vaccinés. Les Britanniques sont vaccinés, les Israéliens sont vaccinés, les touristes chinois seront vaccinés. Ils vont vouloir venir cet été dans des pays d'accueil touristique. Donc si nous avons le pass sanitaire, nous pourrons leur garantir des bonnes conditions d'accueil. Et ça suppose d'élargir la vaccination, y compris au personnel de l'économie touristique, et d'avoir ce pass sanitaire. C'est pour ça que moi j'y tiens et qu'il faut aller le plus loin possible dans ce domaine. J'ai une toute dernière question et peu de temps comme souvent en ce qui me concerne. À 19h, Napoléon. Le président de la République va honorer Napoléon, je lisais, de manière équilibrée. Beaucoup de ses prédécesseurs ne se sont pas rués vers Napoléon parce qu'il est controversé, polémique. Vous dites il faut le faire ou pas aujourd'hui. Il a raison, Emmanuel Macron? Ce que je crois, c'est qu'il faut être fier de notre histoire. Il faut être fier de l'histoire de France. Tous nos voisins,
tous nos voisins ont un roman national dans lequel il y a des grandes figures. Napoléon, il est admiré dans le monde entier. Alors pas pour tout, parce que tous les grands hommes politiques ont fait des erreurs, ont des pages sombres, mais il est admiré dans le monde entier. Donc oui, il faut qu'on en soit fiers. Si les Français ne sont pas fiers de Napoléon, s'ils ne le célèbrent pas pour ce qu'il a fait de bien, la création des départements, la création des préfets, la création du code civil, les grandes batailles qu'il a menées, l'art de la guerre, si on ne le célèbre pas pour ce qu'il a fait de bien, qui d'autre le célébrera que nous ? Je vous remercie beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée ce soir dans En toute franchise. On va parler